Bonjour à tous. La crise anglophone est désormais en débat dans les instances des Nations Unies. Selon le journal Défi Actuel, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies à Genève a examiné la situation humanitaire dans les régions anglophones. Il en ressort qu'environ 4 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, mais aussi dans d'autres régions du Cameroun. Et le quotidien Émergence qui fait savoir que certains chiffres émanent de l'Agence des États-Unis pour le développement international, mais aussi de certaines agences des Nations Unies. Face à ce cri de détresse, le journal d'expression anglaise The Guardian Post révèle que le Vatican propose d'être médiateur pour la résolution de la crise anglophone, une proposition faite lors d'une rencontre à Genève entre un émissaire du Saint-Siège et le ministre camerounais des Affaires étrangères. Et c'est dans ce contexte de crise anglophone qu'un nouvel ère de terreur règne sur le Cameroun. C'est la perception du quotidien Le Jour, au lendemain de l'arrestation de maître Michel Ndoki, avocate et cadre militante du MRC. Elle rejoint en détention un contingent de plus de 150 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamto, principal adversaire de Paul Biya à la dernière élection d'octobre 2018. Accusés d'appel à l'insurrection, rébellion en groupe et d'hostilité contre la patrie, ces militants du MRC, à travers leurs avocats, récusent le tribunal militaire, incompétent à leurs yeux pour juger des civils. Après la comparution de Maurice Kamto devant le juge d'instruction, la Nouvelle Expression estime que le procès coince plus d'un mois après les arrestations dans plusieurs villes du Cameroun et leur mise en détention à Yaoundé. Le journal français Libération s'interroge: jusqu'où ira la répression de l'opposition au Cameroun? Y a-t-il une volonté cachée de faire taire les voix contestataires à travers la multiplication des arrestations des militants des partis politiques de l'opposition au Cameroun? Ces questions se posent 11 ans après les émeutes de la fin de février 2008. Le contexte sociopolitique a-t-il réellement changé dans le pays? Pour calmer la grogne des populations, le gouvernement a quadruplé le montant de la dotation générale de la décentralisation. Cet appui financier qui passe de 10 milliards de francs CFA en 2018 à près de 49,8 milliards de francs CFA en 2019. Pour le journal Émergence, ce montant est non seulement insuffisant, mais encore il cache mal les intentions de l'État de ne pas lâcher du lest. Pourtant, le président de la République a promis l'accélération de la décentralisation au Cameroun. Il apparaît alors la problématique du transfert des compétences dans ce système de gouvernance publique de plus en plus critiqué au Cameroun. Mesdames, Messieurs, ces sujets brûlants d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois ce dimanche Edith Kawala. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Vous êtes à la tête du mouvement Stand Up for Cameroun, également présidente du CPP et engagée dans l'alternance démocratique du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau avec nous, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdine. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les co-panélistes de qualité, du point de vue de la contradiction et de cette démocratie que nous voulons renforcer, où j'admire votre émission parce que le casting est souvent ouvert à la fois à ceux qui sont proches du pouvoir et à ceux qui sont dans l'opposition. Et surtout, merci pour l'invitation. Je précise que vous êtes universitaire, également membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. C'est cela. Présent sur ce plateau avec nous, Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous ceux qui nous regardent devant leur petit écran. Bonjour également à tous ceux qui sont sur le plateau avec moi. C'est un plaisir pour moi, un plaisir renouvelé d'être une fois de plus dans cette émission. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quatrième invité sur le plateau de droit de réponse, Serge Soro, analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Serge.
Bonjour, militants de l'UPC. Également. Un bonjour particulier aux militants du MRC et aux militants du RDPC qui ont beaucoup à faire en cette période critique pour le Cameroun. Nous en parlerons tout à l'heure dans l'émission. Et le consultant du droit de réponse éditorialiste à la Nouvelle Expression, Edmond Kambia, bonjour et merci encore d'être là ce dimanche. C'est toujours avec plaisir, Monsieur Noufeli. Bonjour à vous, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Commençons par cette image qui a suscité l'indignation des Camerounais, les conditions d'arrestation de maître Michel Ndoki dans la région du Sud-Ouest, transféré à Yaoundé. Le journal Le Jour parle d'un air de terreur qui règne au Cameroun. Avec vous, Kawala, comment avez-vous vécu cette arrestation de maître Michel Ndoki quand vous l'avez appris? Quelle a été votre réaction? Alors, il faut qu'on fasse attention avec les mots parce que nous voulons être dans une république, donc il faut qu'on fasse très attention. Maître Ndoki n'a pas été arrêtée, elle a été kidnappée parce que l'arrestation obéit à un certain nombre de règles. Maître Sikati va me corriger si je me trompe. Alors, pour arrêter quelqu'un au Cameroun, soit vous l'attrapez en flagrant délit, soit vous avez un mandat d'arrestation, soit vous le convoquez au commissariat et au cours de l'audition, vous estimez qu'il y a suffisamment d'éléments pour l'arrêter. Maître Ndoki n'était dans aucun de ces trois cas. Alors, moi, j'ai passé la journée de vendredi, de jeudi à Yaoundé pour essayer de voir Maître Ndoki. D'abord, l'État du Cameroun, qui a dans sa législation que vous avez droit à un conseil à partir du moment d'arrestation, prend des gens et pendant 24-48 heures, personne ne sait où sont ces personnes. C'est des véritables kidnappings. Ensuite, j'ai discuté avec Maître Sim, qui était aussi à la recherche de sa cliente, qui a eu le directeur de la police judiciaire, qui lui dit, oui, Maître Ndoki a été arrêté par nous, oui, elle est en notre position, mais je ne vais ni vous dire où elle est, ni vous dire les motifs de son arrestation. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Quand l'État se comporte en voyou, il n'y a plus de république. Et je peux vous dire, nous, on était un groupe, comme vous le savez, actuellement, l'opposition, la société civile et un certain nombre de personnalités se mettent ensemble dans un front citoyen pour dire non, entre autres, à ces arrestations arbitraire, à cette répression des libertés au Cameroun. Donc nous étions dans un groupe, la présidente de l'AFP, Alice Sadio, la présidente du groupe WILF, Sylvie Ndongmo, Bergeline Domou, un certain nombre d'entre nous qui sont dans ce front. On a fait la police judiciaire, on est allé au GSO, où on nous a dit qu'elle était gardée, et c'est triste. Vous avez des commissaires 6 étoiles. 6 étoiles. J'ai demandé à un s'il y avait une étoile au-delà de 6 parce que je ne comprenais plus. Il dit non, madame, c'est bien 6 étoiles le plus haut niveau. Mais quand vous êtes devant eux, ils vous disent moi, je suis des instructions. Je n'ai pas de responsabilité. Je ne suis que le gardien. Je ne peux pas. Ils ne peuvent répondre à aucune question. On est vraiment dans une situation où le régime actuel est en train de décimer la République. Nous allons suivre cet entretien, ces échanges dans cette émission. D'abord, la réaction également de Maître Désiré Sikati. Vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a réagi après cette arrestation de Maître Michel Ndoki, qui rejoint une autre vague d'arrestations vécues il y a quelques semaines concernant toujours les militants du MRC. Que se passe-t-il concrètement? Mais déjà, je voudrais dire à la suite de Mme Kawala qu'elle ne s'est pas trompée sur l'analyse qu'elle a faite des conditions d'arrestation de Mme Ndoki, parce que le terme qu'il faudra utiliser, c'est effectivement un kidnapping. Vous savez, en droit, l'arrestation et l'interpellation est encadrée par un certain nombre de normes juridiques qui sont consacrées par un code
qu'on appelle le code de procédure pénale. Vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un sans mandat, vous comprenez, pour des faits qui sont supposés dater de plus d'1 mois. Parce qu'en fait, les faits qui sont reprochés à Maître Ndoki datent de la manifestation, bien de la marche du 26 janvier. Voilà, donc, si on veut interpeller Maître Ndoki pratiquement 1 mois après, il faut respecter une disposition fondamentale du Code de procédure pénale qui prévoit qu'en pareille circonstance, il faut un mandat d'amener. Il faut un mandat qui a été signé du procureur de la République. Dans le cas de Mme Ndoki, il n'y a aucun mandat. Nous avons également cru comprendre qu'elle était interpellée parce qu'on la suspectait de vouloir quitter le Cameroun. Et c'est de la même façon que je dirais que lorsqu'une personne est interdite de quitter le territoire camerounais, il faut une interdiction de sortie de territoire. Dans le cas de Mme Ndoki, de Maître Ndoki, ma camarade, il n'y avait aucun de ces documents dont je suis tout à fait d'accord avec Mme Kawala qui estime qu'elle a été kidnappée. Maintenant, en ce qui concerne mon sentiment personnel, je vous dirais au regard de ce que nous vivons depuis un certain nombre de temps. Ça part d'ailleurs du kidnapping aussi du professeur Kamto et de tout le reste. Parce que voyez-vous, on ne peut pas prétendre être dans un état de droit et que des autorités judiciaires, certainement instrumentalisées, utilisent un mandat de perquisition pour interpeller des gens. Je dis il y a eu un précédent pour l'interpellation, bien le kidnapping du professeur Kamto, de Penda Ekoka, Albert Zonga et autres, où on a quand même vu que des personnes pouvaient être arrêtées, séquestrées, du simple fait qu'elles se trouvaient, je dirais, au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suppose qu'on venait chercher le professeur Kamto, mais expliquez-moi par quelle alchimie juridique on peut interpeller des gens du simple fait qu'ils se trouvent au même endroit que le professeur Kamto et Zonga. Et au moment où je vous parle, toutes ces personnes sont en détention à la prison de Kondengui, ont été inculpées par le juge d'instruction du tribunal militaire. C'est-à-dire, voilà des gens qui sont sur le point d'être jugés par le tribunal militaire pour des faits qui n'existent pas du tout et pour des faits pour lesquels, eux, en tant que civils, le tribunal militaire est manifestement incompétent. Donc, en ce qui concerne mon sentiment personnel, je vous dirais que je n'ai pas été surpris. On est malheureusement dans le cadre d'une véritable instrumentalisation du pouvoir judiciaire à des fins politiques et au service du régime RDPC. Et comme Mme Kawala le disait, aujourd'hui le combat qu'il faut mener, ce n'est plus le combat du MRC seulement. Si on reste dans le combat qui consiste à dire le MRC c'est parti de l'opposition qui est en train de contester le régime RDPC, je pense qu'on reste également dans la négation de tous les acquis démocratiques que nous avons obtenu depuis les années 1990. Alors, vous parlez justement d'instrumentalisation de la justice pour servir le régime RDPC. Sur ce plateau, avec nous, le professeur Msanga Nyamding, membre titulaire du comité central du RDPC. Vous avez suivi Kawala tout à l'heure et Maître Désiré Sikati, estimé qu'il y a une instrumentalisation de la justice dans l'affaire MRC. Quelle est votre analyse au regard de ces multiples arrestations des militants d'un parti de l'opposition au Cameroun? D'abord à l'analyse, je vais être plus prudent que ceux qui m'ont précédé, notamment Mme Kabanwala et Maître Tikati pour 2 raisons. Vous savez, en démocratie, la plus grande perversion de la démocratie, c'est l'esprit des lois. Vous savez, la République et l'état de droit est encadré par des lois. Et vous verrez que depuis quelque temps, effectivement, non seulement les médias, mais beaucoup de membres de la société civile et même la société politique mettent l'accent sur ce qu'on appelle en droit, et je crois que Maître le sait mieux que moi, puisque lui, il est un praticien au quotidien de droit. Lorsque vous êtes devant un juge d'instruction, on ne commente pas généralement cette procédure. Maître le sait, il le sait d'ailleurs très bien. C'est pourquoi je m'étonne souvent de voir que, au-delà de cet avis, ailleurs, on a vu des débats, vraiment toute une construction, avant que le ministre Kamto, n'oubliez pas que son corps défendant juridique, c'est-à-dire ses conseils, ont sollicité l'habia corpus. Et vous savez, Maître mieux que moi, qu'il s'agit d'un champ qui remet en cause une victime lorsqu'un acte est posé contrairement à la loi, lorsqu'il y a arbitraire, il y a de l'arbitraire dans l'arrestation. Mais avant d'arriver à l'habeas corpus, il y a les conditions d'arrestation qui suscitent des interrogations. Alors, sur le fait que des Camerounais soient interpellés à Douala, Bafoussam,
et Boya est Voilà. transféré à Yaoundé. Comment comprendre cette démarche? Bon, alors, pour comprendre cette démarche, d'abord, il faut bien préciser qu'il s'agit d'un acte qui a été et qu'on a opposé aux militants du MRC, pas à tous les Camerounais, au motif effectivement qu'ils ont contesté, rappelez-le, une élection présidentielle qui avait déjà été proclamée et où on connaissait l'élu, et puis au-delà de cela, il y a des motifs que nous attendons. Et je termine par rapport à votre question, qu'on ne peut pas comprendre cela effectivement dans une démocratie, et je suis de ceux qui pensent que on fait beaucoup de juridisme, mon cher Cédric. Il faut sortir du simple juridisme ou de l'interprétation du droit pour projeter ce qui se passe actuellement au Cameroun vers un aspect politique. Le Cameroun est divisé. Il y a la crise au nord-ouest, au sud-ouest. Récemment encore, vous avez vu dans la Damawa, on a enlevé beaucoup de nos compatriotes. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, y compris dans mon parti, le RDPC, personne, ou du moins certains, ne veulent pas comprendre que c'est la dimension politique, le dialogue inclusif entre tous les Camerounais, moi je le pense, peut-être que le président a initié et qui n'est pas suffisamment mis en marche, qui peut régler cette affaire politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec les arrestations des militants du MRC qui se multiplient? Moi, personnellement, on a deux positions. Du point de vue du droit, on peut comprendre qu'il y a des lois, et puis ceux qui enfreignent à ces lois doivent répondre de leurs actes. On a vu ce qui s'est passé à Paris ailleurs. Mais du point de vue politique, je suis opposé à cela. Moi, j'ai une position. Parce qu'en homme politique, notre pays s'est construit par le dialogue politique. Rappelez-vous, à l'époque, lorsqu'il y a eu la conférence de Fumban, on a vu M. Aïdjo avoir autour de lui Tandem Mouna, Egbetabi et John Goufoncha. Dans le processus d'évolution même de notre, et je vais terminer là, de notre démocratie, on a vu le président de la République lui-même avoir à ses côtés des personnes qui hier avaient cassé et qui sont devenues membres du gouvernement et qui ont contesté ce régime par la violence. Et puis, je termine sur un aspect international. On a vu M. Arafat saluer Isaac Rabin, plus proche de nous au Kenya. Écoutez, M. Odinga, ils ont cassé, ils ont détruit, mais Uhuru Kenyatta a tendu la main. Et je pense que dans ce pays, je termine vraiment là, tant qu'on ne comprendra pas que les problèmes de ce pays sont d'abord des problèmes politiques à résoudre à travers un dialogue inclusif, plutôt que de mettre toujours en avant la justice, qui peut toujours avoir raison, eh bien, nous allons toujours nous retrouver dans une situation où la peur, je dirais même, et tout ce que nous connaissons comme fait, et le doute va continuer à nous envahir et à affaiblir notre démocratie. Le tourbillon judiciaire enclenché contre des militants du MRC, avec vous Serge Soran, on constate que depuis quelques semaines, ce sont des militants du MRC qui sont arrêtés. Le dernier cas en date, celui de maître Michel Ndoki, le barreau du Cameroun a réagi estimant que les images de son arrestation suscitent l'indignation, ne sont pas dignes d'arrêter une femme dans de telles conditions et demande sa libération. Pour vous, quelle analyse faites-vous de la situation politique actuelle du Cameroun au regard de ces multiples arrestations des militants du MRC? Je vais peut-être vous surprendre, parce que quand j'ai commencé par dire tout à l'heure un bonjour particulier aux militants du MRC et aux militants du RDPC, c'était pour les inviter à convoquer souvent l'histoire. Je suis d'abord surpris que les gens soient surpris. Ça montre une chose. Soit que les Camerounais sont souvent distincts de notre parcours politique, soit alors ils sont de mauvaise foi et ils croient à un messianisme instantané, ce qui fait qu'ils veulent faire un appel à une mobilisation qui, si elle est mal faite, ne desservira que le Cameroun. C'est pour ça qu'il y a cette dérive sur un discours tribal ethno-fasciste. Parce qu'on a perdu de vue le levier de l'histoire dans notre processus. Il n'y a aucune surprise à ce qui nous arrive. On va y aller doucement. Déjà, on n'a pas fait le vrai pas démocratique pour lequel on s'est battu depuis 20 ans. Et le professeur Missanga Nyamdim vient de le dire. Ceux qui nous gouvernent continuent à tout faire pour maintenir le Cameroun dans la dictature. Malheureusement, très souvent, lorsqu'on a voulu mobiliser les citoyens,
dans leur esprit citoyen. Parce que l'homme ou l'élément le plus important dans une république et dans une lutte démocratique, c'est le citoyen qui assume sa citoyenneté, y compris quand il veut faire évoluer la loi. Maintenant, sur le cas spécifique des arrestations, je dis qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on n'a pas des éléments pour prendre position objectivement. Je rappelle, parce que j'ai souvent regardé dans les plateaux de télévision de nombreux juristes qui posent des préalables sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et ici de ça. Je vais prendre un cas. La Déclaration universelle des droits de l'homme a un droit capital, qui est le droit à la vie. Mais tous les pays ou la plupart des pays appliquent la peine de mort. Je ne vois pas souvent les juristes dire que ces pays, notamment les États-Unis, sont à l'écart de la loi. Mais ce n'est pas bon d'agir comme on agit. Ce n'est pas bon d'agir comme on agit. Ce n'est non plus bon de fausser souvent le débat par des arguties qui ne tiennent pas. Je dis que, et les juristes le savent, eux qui aiment souvent emprunter à la langue latine, on juge souvent délégué lata et non délégué ferenda. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Moi je dis, et quand on arrêtait Ahmed Abbas, est-ce qu'il y avait eu un mandat d'arrêt? Quand on arrêtait Tutu Tsezoa, est-ce qu'il y avait eu un mandat d'arrêt? Pourquoi vous êtes surpris? C'est comme ça qu'on arrête des milliers de Camerounais tous les jours. Non, il n'est pas là. Maître Kamgan, pendant les élections en 2013, quand on nous a arrêtés, est-ce qu'il y avait un mandat? Mais ce gouvernement agit comme ça. La question, c'est comment faire pour que ce qui arrive aux gens aujourd'hui et pour lequel certains pensent qu'ils sont à l'abri ne soit pas un mode d'action camerounais, parce que c'est un mode qui nous conduit à la ruine. Moi je dis, et j'aime souvent rappeler, c'est pour ça que j'aime souvent rappeler que je suis de l'UPC, parce qu'à l'UPC, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le dit. Je me souviens encore en 2015, on nous a convoqués parce que nous avions dit que le Cameroun était au bord de l'implosion, qu'il ne fallait pas aller aux élections, qu'il y aurait risque de guerre civile. Tout cela est en train d'arriver et nous sommes en train, je pense que nous sommes en train de regarder ailleurs. Il y a des choses plus graves qui vont nous arriver. Ce qui arrive à Maître Ndoki, normalement, je dis bien aucun citoyen, je ne parle même pas d'homme politique, aucun citoyen ne devrait être content de cela, même ceux qui l'appliquent. Parce que moi, je leur dis, ça peut vous arriver aussi. Si vous laissez ces pratiques perdurer, eh bien, un jour, ça va vous arriver. Alors, à votre suite, Maître Désiré Sikati, le gouvernement estime être dans son bon droit au regard des accusations qu'il a formulées à l'encontre des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun après les casses perpétrées dans les ambassades de Paris et Berlin. Des militants du MRC sont soupçonnés d'être impliqués dans ces casses-là, raison pour laquelle il y a ces chocs d'inculpation qui pèsent sur certains leaders du MRC, notamment l'hostilité contre la patrie, rébellion en groupe et l'appel à l'insurrection. Mais vous savez, à aucun moment, le MRC n'a dit que ses militants ou bien ses dirigeants sont au-dessus de la loi. Mais seulement ce que nous disons, c'est que si jamais il arrive que les dirigeants du MRC et les militants sont impliqués dans une affaire qui a une dimension judiciaire, il faut traiter l'affaire en respectant les lois camerounaises que le régime RDPC, qui est dominant au Parlement, a voté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que voyez-vous, il n'a jamais été question pour nous de demander l'application de la loi selon notre bon vouloir. Nous demandons que la loi soit appliquée telle qu'elle se présente aujourd'hui, telle qu'elle a été votée par le régime RDPC. Et je dis et je répète, vous ne pouvez pas être un État qui est dirigé, être parti à l'Union africaine, reconnaître la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et remettre en cause des conventions internationales qui sont adoptées par l'Union africaine. Des principes de droit internationaux fondamentaux. Mais comment pouvez-vous expliquer que la Commission africaine des droits de l'homme, qui est un instrument important de l'Union africaine en ce qui concerne la sauvegarde des libertés, décide que les civils ne sont plus justiciables devant des tribunaux militaires, et qu'au Cameroun, on parvient quand même à voter une loi qui vient remettre en cause une convention internationale qu'on a votée, ou bien qu'on a ratifiée, qu'on a adoptée. Mais je dis, soyons sérieux. Il n'a jamais été question de demander un traitement préférentiel qui est dérogatoire à la loi. Nous demandons justement que cette loi soit appliquée. C'est là où je dis, peut-être M. Soro, il ne nous a pas bien compris. Dit que la loi doit être appliquée
léger lata. Mais c'est de ça qu'il s'agit. On n'a jamais dit que ça doit être léger ferenda. Léger ferenda, ça veut dire la loi dit A, mais vous auriez souhaité que la loi dise B. Nous n'avons jamais dit ça. Nous disons que la loi telle qu'elle a été votée aujourd'hui, elle est violée. Vous ne pouvez pas m'expliquer. Il y a des tribunaux, que ce soit même des tribunaux militaires. Le gouvernement ou bien le régime qui nous gouverne a pris l'option de traduire ces personnes qui ont été interpellées devant des tribunaux militaires. Expliquez-moi, le code de procédure pénale précise que lorsque vous êtes interpellé, la justice ou bien le tribunal qui vous juge est soit le tribunal du lieu de votre interpellation, soit celui du lieu de votre arrestation, soit celui du lieu de votre domicile. Il y a 10 tribunaux militaires au Cameroun, dont un dans chaque région. Expliquez-moi par quelle alchimie juridique quelqu'un peut être interpellé à Bafang, à Bafoussam, à Baganté, à Tchang, à Douala et être déporté. Parce que je parle de déportation, une déportation judiciaire. Ça n'obéit à aucune réglementation qui est connue par notre République. Et c'est de ça qu'il est question. Expliquez-moi comment le Cameroun peut s'engager sur le plan international à ne pas attribuer aux juridictions militaires la compétence de juger des civils pour des actes de nature civile. Parce qu'en fait, demander à quelqu'un, mettre sur quelqu'un le chef d'infraction de rébellion ou bien d'insurrection à la suite d'une marche. Mais vous n'allez pas me dire qu'il s'agit des actes de nature militaire. Donnez-moi un seul pays. Regardez la République démocratique du Congo. On va me faire croire qu'après les élections, comme le professeur l'a dit, il est impossible de protester. Martin Fayulu continue de tenir des manifestations tous les jours pour contester le résultat qui a été publié à ses dépens parce qu'il estime que le président Tshisekedi n'a pas gagné. Avez-vous entendu qu'un seul de ces militants a été interpellé? Non, pas du tout. Donc, nous disons, il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'au Cameroun, il doit avoir une spécificité camerounaise où on ne doit parler que de ce que le régime a choisi pour nous autoriser à parler. On a le droit de remettre en cause, en vertu du principe de la liberté d'expression. On a le droit de remettre en cause le résultat d'une élection. Et j'irai même plus loin. Pourquoi certaines personnes essaient de donner l'impression qu'en fait, les marches du 26 janvier concernaient seulement la contestation électorale? Il y a également parmi cela, parmi les sujets qui faisaient partie des thèmes de la marche, il y avait la nécessité de résoudre la crise anglophone par le dialogue. Il y avait l'appel à un consensus électoral pour la refonte de notre code électoral en impliquant tous les partis politiques, c'est-à-dire non seulement le RDPC, mais tous les partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile. Qu'est-ce qu'il y a de méchant à demander cela? Je dis, non, les cases de Paris, je vous en prie, je vais enchaîner si vous le voulez. Les cases de Paris, vous savez, non, je n'oublie jamais rien, soyez-en sûrs. Je voudrais vous dire tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne commande pas les actes du juge d'instruction, non. C'est que les actes qui sont couverts dans la procédure d'instruction sont les actes matériels posés par le juge d'instruction. Toute la procédure préalable qui arrive au juge d'instruction, c'est-à-dire la procédure policière, peut être commentée. Déjà qu'il s'agit des actes publics. Je n'ai jamais commenté, par exemple, une ordonnance du juge d'instruction des dépositions qui ont été faites. Ça s'appelle la violation du secret professionnel, je comprends. Que, bon, vous n'êtes pas avocat, vous n'avez pas l'habitude de ces pratiques judiciaires-là. Mais vous maintenant, je vous dirais que s'agissant des faits de Paris, moi je pense qu'il ne faut pas utiliser des actes qui n'ont rien à voir avec le MRC. Parce qu'en réalité, il s'agit tout simplement d'un paravent qui est utilisé par le régime, parce qu'on sait très bien que les actes matériels qui auraient facilité la traduction des dirigeants du MRC et tous ces militants là devant le tribunal militaire n'existe pas. J'ai toujours dit, depuis que ces faits sont posés, que la justice française est une justice crédible. Les faits sont passés en France. J'ai constaté dernièrement, lorsque le journaliste saoudien a été tué au sein de l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie, eh bien la justice turque a mis sur pied une procédure d'enquête. Je pense que pour des faits qui sont déroulés en France, la justice française a été saisie. C'est une justice crédible, indépendante, compétente. À moyen ou long terme, on saura ce qui s'est passé. S'il y a des preuves qui établissent que le MRC est lié de près ou de loin à ces actes-là, je pense que ce sera établi par la justice. Mais ce qui me surprend, c'est le fait que de façon tellement anticipée et abracadabrantesque, on constate quand même qu'au Cameroun, les autorités administratives, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication et même les services judiciaires, notamment les services de sécurité, avaient déjà emboîté le pas pour faire porter le chapeau au MRC, au président Kamto. Moi je dis et je répète, j'ai souvent pris un exemple. Ce n'est pas parce que j'ai de la sympathie pour vous que je vais mettre votre image quelque part
que forcément, s'il y a des destructions qui encadrent cela, ça veut dire que vous, pour qui j'ai de la sympathie, c'est vous qui amenez le commanditaire. Il faut être sérieux. Justement, Voilà. et la nouvelle expression cette semaine estime que le procès Kamto coince devant le tribunal militaire. Edmond à Kamgia, qu'en est-il réellement? Pourquoi le journal La Nouvelle Expression estime que cette affaire piétine devant les juridictions camerounaises, notamment celles militaires? Oui, c'est dans le suivi de l'actualité sur la question relative à l'arrestation, à la détention de Maurice Kamto et de la centaine de militants également détenus à la prison centrale de Konengi. Nous avons dit que ça coince tout simplement parce qu'au niveau du tribunal militaire, il y a eu ce que les avocats de Maurice Kamto ont soulevé, l'exception d'incompétence du tribunal militaire, qui a contraint, où on a vu par la suite, pour décoincer le problème, en partie peut-être, on a vu la procédure qui a suivi. Il y a eu les avocats qui sont allés du côté du tribunal de grande instance du Fundi, où la procédure en habeas corpus, pour permettre en réalité la libération immédiate des personnes qui sont interpellées, arrêtées dans une procédure illégale. Et les avocats du MRC, en tout cas de Maurice Kamto et de la centaine de militants, semblent fondés dans leurs argumentaires devant ils ont rencontré le juge d'instruction, ils ont échangé pendant un certain temps et après il y a eu, n'est-ce pas, le délibéré qui a été annoncé pour le 7 mars prochain. Nous espérons peut-être que d'ici le 7 mars, on va voir comment l'affaire s'est décoincée. Parce que l'affaire était coincée et d'ici le 7 mars, on en saura un peu plus. C'est dans quelques jours. On peut simplement attendre. Mais il faut dire, pour ajouter à cette question, que beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau par les copanélistes sur la manière dont ces militants ont été arrêtés un peu partout à travers le pays. Il faut le dire, pour le regretter, que dans la plupart des cas, cela ne s'est pas fait conformément à la loi. Parce que dans un état de droit, l'état de droit se caractérise par quoi? Par le respect de la règle de droit. Et dans la règle de droit, il y a les textes, les normes, les textes nationaux et internationaux. Et notamment les textes internationaux qui sont rentrés dans le dispositif, dans le corpus du droit positif camerounais. Et quand je le dis, il s'agit de l'ensemble des textes, des traités internationaux, des conventions que le Cameroun a signées, qui ont été ratifiées et qui font donc partie du droit positif camerounais et qui, dans la plupart des cas, n'ont pas été respectés au niveau de la procédure d'interpellation, d'arrestation de toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation difficilement qualifiable. Parce que des civils se retrouvent au tribunal militaire, il faut s'interroger dans un pays où on a signé une convention qui fait en sorte que les civils ne devraient jamais se retrouver dans un tribunal militaire. À partir du moment où il s'agit en plus d'une marche pacifique, où à Mondovision, tout le monde a vu comment se sont déroulées ces marches, puisque les médias audiovisuels ont filmé, ont couvert cet événement. On n'a pas vu des militants armés. Au contraire, chaque fois qu'ils ont été interpellés, on les a vus lever les mains. On n'a vu aucune arme. Donc, attendons de voir ce qui va se passer à partir du 7 mars. Alors, la presse également qui estime qu'il y a un air de terreur qui règne au Cameroun. Madame Kawala, est-ce que vous avez la même perception du climat sociopolitique actuel du pays, cet air de terreur? Quels sont les éléments qui peuvent justifier une telle affirmation? Alors, nous vivons dans une dictature. Hein. On vit dans une dictature. Et on a toujours vécu dans une dictature. Et ce qu'il y a, c'est que notre style de dictature est celui où on laisse endormir le peuple, on fait un semblant de normal, parfois pendant beaucoup d'années. Et puis, dès que le régime se sent menacé, il y a cette intensification de violence et de répression vis-à-vis de la population. Et c'est très important de rappeler. Quand M. Kamgi a parlé, je me rappelle que lui et moi, on était sur ce plateau. C'est très important de rappeler que le cycle actuel ne commence pas avec le MRC. Ça commence il y a 3 ans avec les anglophones. Il y a aujourd'hui, les 151 MRCistes interpellés ne font qu'aller rejoindre plus d'1 millier d'anglophones qui sont aujourd'hui en détention et qui, eux aussi, ont été kidnappés. Et quand je vous écoutais,
excusez-moi, hein, j'étais en train de dire, voilà le problème des anglophones, parce que parfois on dit, you are speaking a lot of French to say simple things. C'est très simple, il ne faut pas aller convoquer le droit international, etc. Il y a une procédure d'arrestation au Cameroun. Quand vous ne respectez pas la loi au moment de l'arrestation, vous ne pouvez par aucun moyen convaincre quelqu'un que c'est pendant le procès que vous allez respecter la loi. C'est aussi simple que ça. Et quand vous le faites comme ça, oui, c'est de la terreur. Oui, c'est fait exprès, c'est pas par hasard que 1000 personnes vont être arrêtées sans respecter la procédure judiciaire. Que 150 personnes ensuite vont être arrêtées sans respecter la procédure judiciaire. Mais le gouvernement estime qu'il faut préserver l'ordre public. Mais la préservation de l'ordre public est lui aussi encadrée par la loi. Ça ne se fait pas aux bonnes volontés d'un politique qui prend. C'est très dangereux. Hein? Maître Sikati a parlé de mettre l'appareil judiciaire au service d'un groupe politique. Mais ce n'est pas seulement l'appareil judiciaire, c'est l'appareil policière, c'est l'armée, c'est Yaoundé. Moi, j'étais à Yaoundé pour la Corpus jeudi. Mais Yaoundé était en état de siège. Yaoundé était en état de siège. Quels sont les éléments qui vous permettent des canons à eau à 5 km de circonférence. Vous avez des canons à eau partout. Il y avait des milliers de jeunes, les pauvres jeunes policiers qu'on met là. Ils étaient là fatigués, etc. Parce qu'on les met là avec tout le matériel, l'armature, comme s'il y avait une guerre quelque part, gilet pare-balles, casque, etc., etc. Mais il faut arrêter. Un gouvernement ne peut pas... Et c'est ça notre message. Pourquoi le CPP, qui n'est pas du tout concerné par les faits, se lève? Nous nous levons pour les mêmes raisons qu'on s'est levé pour les anglophones il y a 3 ans. Parce qu'il s'agit d'une atteinte à nos libertés fondamentales, à nous tous. Et que les Camerounais comprennent. Il y a 3 ans, quand on vous disait, on a kidnappé les Agbobala, on a kidnappé les Fontem, on est en train de kidnapper les jeunes anglophones, les gens se disaient, ah, c'est un problème anglophone, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, on est en train de vous dire, on a kidnappé les Kamto, on a kidnappé Maître Ndoki, attention, les gens se disent, ah, c'est un problème du MRC. Non, ça va arriver chez nous parce que c'est un comportement de notre État et les libertés que nous avons aujourd'hui sont des libertés pour lesquelles les gens sont morts. Il faut pas oublier ça dans l'histoire de notre pays. La liberté, l'expression politique, la liberté de l'action politique, la liberté de l'opinion politique sont des libertés acquises à un très fort prix par des Camerounais. Je demandais à quelqu'un, est-ce que c'est nous qui allons être la génération, est-ce que vous acceptez d'être la génération qui assiste à l'effondrement du Cameroun? Parce que tout à l'heure, là, je veux vous donner le bilan du mois de février. Le bilan du mois de février au Cameroun, c'est plus de 100 civils séparatistes et militaires morts uniquement dans le nord-ouest et le sud-ouest. 100. Parce que parfois, on écoute les incidents et on ne fait pas la compilation. Ça, c'est les chiffres de International Crisis Group. Sur leur Crisis Watch, tout le monde peut aller sur Google et le taper. 100 civils séparatistes et soldats tués. Le 6 février uniquement, il est rapporté que des soldats ont tué 14 civils. Le 10 février, le gouvernement camerounais lui-même dit que 6 soldats, 47 séparatistes et 16 civils ont été tués dans les jours on parlera de la crise anglophone dans l'émission, je vous en prie. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans une situation extrêmement grave et comme vous l'avez dit en début de l'émission, au lieu de se préoccuper des choses qui sont réellement dangereuses pour le pays, et ben voilà, on est en train de nous mobiliser toutes ces énergies-là parce que des gens ont marché, alors, les mains nues. Le gouvernement estime que les forces de sécurité
déployés dans les régions anglophones n'ont pas commis d'exactions à l'encontre des civils. Mais restons d'abord sur le premier sujet concernant l'affaire MRC et cette ère de terreur. Professeur Musanga Nyamding, un air de terreur qui règne au Cameroun avec un armada policier déployé lors des audiences concernant le professeur Maurice Kamto du côté de Yaoundé et ces signaux de peur renvoyés auprès de la population qui souhaite davantage s'impliquer dans la vie politique du Cameroun. Financé par nous, hein. Financé par nous, parce que c'était 10 millions le budget. Permettez maintenant à Musanga Nyamding de réagir. Alors, comment appréciez-vous ce climat sociopolitique qui est sous le prisme d'une terreur selon le quotidien Le Jour? Non, je pense qu'il s'agit des prises de position inhérentes à la sensibilité des uns des autres, hein, aussi bien ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans l'opposition, et même la presse. Vous avez vu qu'elle est très divisée, les médias. Et ce qui est triste, c'est que nous sommes en train de détruire notre tissu social, parce qu'aujourd'hui, les Camerounais semblent être divisés partout où ils sont. On voit la presse, on voit les hommes politiques, on voit les opposants. Moi, je suis un progressiste, un biaïste, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours pensé que le biaïsme, c'était le dialogue social. Et la démocratie progresse au Cameroun? Très bien, le sentiment très bien. Progresse. Donc, sur ce point, tous les faits qu'on évoque ne peuvent pas rendre un enseignant des sciences de l'État et vraiment heureux. Pour une seule raison. Les faits que nous évoquons ont des origines. Disons que partout au Cameroun, il y a des pôles extrémistes qui ont émergé. Eh bien, Madame Kawala et les uns et les autres ont évoqué la loi. Mais maître, vous qui êtes un juriste pour qui j'ai beaucoup de respect, on n'est pas avocat au barreau du Cameroun au hasard. Entre parenthèses, je voudrais vous dire que je suis diplômé de l'Institut judiciaire de Paris depuis 1995. Mais je laisse ça. Je n'exerce pas ma profession d'avocat au Cameroun, tout simplement parce que, étant fonctionnaire, cela m'interdit. En France, à l'extérieur, je suis votre confrère. Je n'en parle pas beaucoup. Alors, pour cette précision, quand vous prenez les articles 102 et 116 de notre code de procédure pénale, vous verrez qu'effectivement, aujourd'hui, on a élevé certains actes qui peuvent être qualifiés d'actes terroristes. Vous le savez, la loi sur le terrorisme. Et au-delà de ce fait, moi, je mets l'accent sur un seul point. Prenez les lois sur la communication économique et sociale. Moi, je dis, vous voulez évoquer la loi? Très bien, évoquons la loi. Qui a violé la loi? Si vous prenez les articles 8 et 4, ceux qui nous suivent à la télévision, vous pouvez le voir, maître, sur Internet, pour les téléspectateurs, vous allez vous rendre quelque chose, vous allez rendre compte d'un fait très grave. Si, effectivement, les liberté de marché, liberté de contester sont reconnues par la loi, l'article 4 de cette même loi fait du préfet, du sous-préfet, du gouverneur, donc de l'État, c'est lui qui est juge d'opportunité de la marche. À partir du moment où vous devez marcher, l'État vous dit non. Si vous marchez, vous êtes en infraction. Alors moi, je suis bien content de vous voir pleurnicher, crier, exacerber et entretenir également les actes qui sont parfois aussi posés par nos extrémistes. Je suis de ceux qui pensent que, malheureusement, aujourd'hui, même au sein de mon parti, au RDPC, on a des extrémistes. Des gens qui ne veulent pas que le président Paul Biya sorte par la grande porte. C'est mon combat avec des gens comme Ateba Yene et bien d'autres, où nous disons que malheureusement, au sein de l'opposition, au sein du MRC singulièrement, on a vu des extrémistes qui sont tombés aussi sur le coup de certains extrémistes qui ont dit non, on ne peut pas laisser passer. Je vous donne maintenant mon sentiment et je suis là-dessus. Moi, je pense que tout ce qu'on voit pour répondre clairement à votre question, M. Siddiq, est triste. C'est pas comme ça et pour cette raison que nous avons porté et nous continuons à porter le président Paul Biya, que moi je soutiens. Je voudrais vous dire que je soutiens ce gouvernement. C'est triste d'arriver à un tel état de fait, tout simplement parce que ce n'est plus ça la démocratie. Vous savez, la démocratie, malheureusement, au Cameroun, on nous a fait croire que c'était le vote un homme, une voix. Non, la démocratie, c'est la qualité de vie. La démocratie, c'est la lutte contre la pauvreté. La démocratie, c'est lutter contre le chômage et la criminalité. La démocratie, c'est aussi le dialogue social. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent dans mon parti, malheureusement, que tout ce qui se passe, malheureusement, ici, nous amène à jouer le jeu de certains extrémistes de l'opposition et singulièrement du MRC, qui font de Kamto et de ses amis un héros.
parce que si ça ne dépendait que de moi, du point de vue politique, parce que je fais bien la différence entre le point de vue du droit, là je rejoins Madame Kawala, cessez de nous parler du juridisme et tout cela. Parce que si vous nous parlez des conventions internationales, je voudrais vous apprendre, vous amener à lire l'article 23 de la CADEC. Effectivement, la contestation électorale n'est possible que si, et seulement si, on a la preuve que vous avez gagné. Allez lire l'article 23. Effectivement, vous ne pouvez pas contester alors qu'on vous donne la possibilité de suivre le Conseil constitutionnel, comme on l'a vu. Malheureusement, et là je vous dis, je suis un homme très malheureux politiquement aujourd'hui, parce que j'ai bien l'impression que les extrémismes sont en train d'avoir le pas sur nous. Moi, je suis de ceux qui pensent que le RDPC, parce que c'est comme ça que nous avons connu le président Paul Biya, et parce que certains actes qui sont posés ne ressemblent pas aux actes qui nous ont amenés à soutenir notre champion, le président Paul Biya. Je suis pour le dialogue inclusif. On doit arrêter ces affaires du droit où on nous amène dans le juridisme et entrer dans une autre dimension du droit qu'on appelle le cadre ancillaire du droit. Si vous avez fait un peu de théorie du droit, maître, vous allez voir que ancillaire veut dire le droit au service du peuple. À partir du moment où nos lois ne peuvent plus garantir les deux missions du droit, la première mission, c'est garantir la régulation sociale. La deuxième mission du droit, c'est garantir la cohésion. Ce ne sont plus des lois. Donc ne nous ramenez pas là-dessus. Parce que si vous entrez sur ce phénomène, c'est dit que je suis dessus parce que les opposants sont plus nombreux que moi sur ce plateau. Je vous en prie. Je voudrais quand même... Votre temps de parole, allez-y. Oui, merci Cédric. Alors je conclue donc pour vous amener à dire que si vous tombez toujours sur le coup, la loi a dit que les cadres dit on ne va pas s'en sortir. Cette affaire est politique. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est que politiquement qu'on peut régler tout ce qu'on a évoqué ici. Maître Désiré Sikati, sur les extrémismes observés à la fois au sein du MRC, mais également au sein du pouvoir, et qui ont conduit, selon le professeur Messanga Nyamding, à cette situation de plus en plus délétère du climat sociopolitique au Cameroun. Quelle est votre réaction? Mais déjà, je constate que M. Messanga Nyamding fait de la surenchère verbale. Parce que, voyez-vous, je serais tout à fait d'accord avec lui quand il dit qu'il y a des extrémistes au sein du RDPC. Ça, c'est un secret de polichinelle. Voilà, maintenant, dit qu'au sein du MRC, il y a également des extrémistes. Je me serais attendu à ce qu'il me donne quelques exemples. Je pense que tous les mouvements de contestation que le MRC a initiés après les élections présidentielles, ou bien l'élection présidentielle, sont des mouvements qui se voient en d'autres circonstances, dans d'autres pays. Ce n'est pas une spécificité du MRC. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la République démocratique du Congo. Donnez-moi une seule, ou bien un seul État au monde qui se réclame un État démocratique, mais dans lequel il est interdit à des partis politiques de donner leur opinion sur un processus électoral qui est terminé. Donnez-moi un seul. Je voudrais quand même attirer l'attention de M. Messanga Nyamding, politologue et émérite, sur ce que même le Soudan, qui est une dictature patentée, autorise les partis politiques à marcher. Voilà donc. Maintenant, si on veut me faire croire que désormais au Cameroun, à partir du moment où la loi a été taillée à la mesure de l'intérêt du régime RDPC, pour empêcher les partis politiques de l'opposition de s'exprimer, à partir de ce moment-là, les partis politiques doivent se contenter de rester dans le mutisme. Moi je dis, on n'est plus dans la démocratie. Vous voyez, vous savez, je suis partisan de ceux qui pensent que la contestation est l'un des moyens pour faire avancer un système. Dans les années 90, lorsqu'il n'y avait pas le multipartisme au Cameroun, je pense que si on était resté dans un stade, je dirais stationnaire, comme le dit M. Messanga Nyamding, aujourd'hui on ne parlerait pas de pluralisme politique. Et c'est parce que des Camerounais se sont mobilisés, ont contesté le système monopartiste de l'époque, qu'aujourd'hui M. Messanga Nyamding peut même se permettre de critiquer ses propres camarades de parti. Donc moi j'ai quand même de la peine à comprendre qu'ils se mettent là pour remettre en cause un système dont lui-même est l'un des grands bénéficiaires. Vous savez très bien qu'avant les années 1990, vous seriez en prison parce qu'emprisonné par vos propres camarades que vous avez critiqués sur un plateau de télévision. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas parce que, en fait, il y a les lois de 90 qui ont consacré la liberté d'expression et vous en êtes l'un des principaux bénéficiaires. Donc, je dis et je répète, il ne faudrait pas donner l'impression aux Camerounais que les réclamations du MRC ont un caractère purement électoral. Non, vous avez parlé de consensus. Comment peut-on convoquer le consensus sans inviter tous les acteurs politiques?
les acteurs de la société civile à un dialogue pour avoir un code électoral consensuel. Dites-moi pourquoi est-ce que le MRC n'a pas le droit de protester sur l'environnement électoral qui aujourd'hui ne garantit pas que les élections de demain seraient différentes de celles qui sont tenues hier. Mais soyons sérieux. Est-ce qu'on fait un débat? On ne fait pas un débat. Parce que vous me donnez l'impression que nous faisons de la gesticulation. Non. Maître Sikati, vous n'avez même pas à justifier vos revendications. Il faut qu'on arrête la liberté de la parole. Le CPP n'est pas d'accord avec certaines revendications du MRC, mais nous sommes pour qu'ils aient le droit de l'exprimer. Il faut pas confondre les choses dans une république. La liberté de l'expression politique veut dire je peux exprimer mon opinion politique. Conformément à la loi. Pas le vôtre, pas le sien. Conformément à la loi. Donc, parce que mais la loi aussi doit être démocratique. Voilà, et depuis le début, on confond. On commence à dire, est-ce que le MRC avait le droit, est-ce qu'il devrait revendiquer un mois après l'élection, etc., etc. Ça ne vous regarde pas. C'est leur stratégie politique. Et tout ce pourquoi on doit se battre ensemble en tant que Camerounais, c'est que le MRC puisse exercer, que le CPP puisse exercer, que les autres puissent exercer. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit nous dire quelle serait notre opinion politique. Alors vous estimez qu'il y a des entraves à la liberté d'expression politique? Oui, pour finir, s'il vous plaît, en une seconde. Juste pour dire que M. Metsanga Nyamdim parle de loi. Mais moi, j'estime aussi, et le MRC avec, que dans une société démocratique, les lois doivent s'arrimer à la démocratie. Alors, il y a une polarisation. Je n'ai jamais été ministre délégué à la justice. Je vous en prie, monsieur. Allez le demander à M. Camteau. Les lois qui interdisent de marcher sont des lois antidémocratiques. On évolue dans cette émission, Serge, sera une polarisation de la scène politique. Vous avez suivi les précédents panélistes évoquer l'extrémisme politique qui est de plus en plus présent sur la scène politique. Et chaque parti, le MRC, le RDPC, s'accusent mutuellement d'être à l'origine de cette extrémisation, radicalisation sur la scène politique. Pour vous, quel est votre regard? Il y a une volonté de liberté d'expression politique et de nombreuses entraves qui sont évoquées ici. Si j'avais à exprimer vraiment mon avis, je vous dirais qu'il faudrait passer sur cette question parce que c'est de la diversion. Nous sommes suffisamment clairs là-dessus que le Cameroun est dans un régime qui, depuis 1956, ne laisse pas les Camerounais s'exprimer pour construire le pays qu'ils veulent. Ça ne surprend que ceux qui, hier, souvent, ont contribué à renforcer cet état de fait. Sans que cela nous arrange, qu'ils soient à gauche ou à droite, comme M. Sanganyam dit, ils sont de tous bords. C'est ceux-là qu'on peut appeler la tribu des gouvernants. Maintenant, le contexte actuel est tellement délicat, et là je rejoins aussi Kawala qui a été clair. Je parle aux Camerounais. Il ne faut pas qu'on les entraîne dans un terrain qui veut faire des messies des circonstances. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de l'architecture globale. Maître Sikati vient dire qu'il faut faire évoluer la loi. Ça veut dire qu'il est d'accord qu'il y a une loi. Bravo. Qui est appliquée. Et qui a été violée. Et elle est mauvaise. Oui. Ça c'est... Non. Elle est violée. Je vous en prie, professeur Metsanga Nyamdim. Elle est violée. Pour ça, je vous en prie. Oui, permettez d'aller jusqu'au bout. C'est passionnant. Allez-y. Parce qu'on peut faire ce débat devant les tribunaux pendant toute une année. Non, on va gagner. À part, personne ne va gagner ici. Maître Sikati, soyons honnêtes, ça serait comme devant le Conseil constitutionnel. Vous dites que la loi est mauvaise, ça veut dire qu'elle est taillée pour que ceux qui sont là gagnent. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas gagner. Et c'est là qu'il faut voir le jeu, quand je vous disais maintenant qu'il faut sortir. Quand l'UPC et l'Alliance patriotique ont dit qu'il faut envoyer un signal fort au régime et à la communauté nationale en boycottant toutes les élections, les gens nous ont dit non, on ira gagner. Mais c'est mauvais. Vous avez trompé les Camerounais. Puisqu'après, vous avez commencé par vouloir recuser même les juges qui vous ont donné l'autorisation à participer à l'élection. Laissons ce débat. Je dis c'est un débat de la diversion parce que le fait est connu. Mais qu'est-ce que vous proposez alors? Voilà la vraie question. Ce que nous proposons, et Edith le sait, depuis 2013, on travaille dessus. Nous disons qu'il faut envoyer des signaux forts aux Camerounais. Qu'il faut mutualiser les forces pour faire avancer la question. Maintenant, si vous voulez,
Si les Camerounais sont vraiment d'accord, vous croyez que si 15 000 Camerounais descendent dans la rue, on va les arrêter? On ne va pas appeler, monsieur, moi je vais dire maintenant ici parce que on ne va pas appeler à la manifestation populaire. Permettez-moi de répondre à Maître Sikati pour révéler une chose. Non, ne profitez pas pour appeler. Non, moi je n'appelle pas à la rébellion. Je dis à Maître Sikati ce qu'il aurait pu écouter ou faire dire. Je dis ceci. Vous avez suivi la question de la RDC. J'y étais. Ce n'est pas le même cas de figure. Pas du tout. Parce que vous voyez la mobilisation qu'il y a souvent. Vous avez vu les éléments qu'on a apportés. L'Observatoire chrétien a apporté les éléments des bureaux de vote. C'est ça qui a renforcé les gens dans leurs demandes. Mais ça n'exonère pas le régime qui nous gouverne depuis, parce que c'est un mauvais régime. Je dis au professeur Messanga Nyamdi, son champion est un mauvais cheval. C'est pas vrai, il n'est pas un mauvais cheval. Je dis et je peux le démontrer, mais c'est pas la question d'aujourd'hui. Ça, au moins, vous êtes libre grâce à l'UPC, il faut souvent le reconnaître. Il y a qu'un UPC. Non. Vous êtes même de quelle branche? C'est vous qui êtes au MINAT, allez regarder s'il y en a là, c'est pas le débat. Les téléspectateurs je dis ceci. Sur le débat, messieurs. Voilà, je dis ceci, quand ils parlent, je les écoute, c'est au moins une preuve de bienséance et de fait qu'à l'UPC, nous sommes des militants bien formés. Je dis ceci. Mais quel UPC? Vous ne dites pas. Je vous en prie. Oui, mais permettez qu'on reste sur le débat de fond. Je vous en prie. Je vous en prie. Professeur Messanga Nyamdi, ce n'est pas l'intérêt. Ce n'est pas la question. Professeur, ce n'est pas la question. Ça, il sera. Restons. De l'Union des corrompus du Cameroun. Restons sur le débat de fond. Allez-y. Et je crois que maintenant c'est clair. Moi je suis de l'Union des populations du Cameroun et non de l'Union des personnes corrompues du Cameroun. Mais Sanga Yandine doit se retrouver de l'autre côté. Alors, en conclusion, je dis aux Camerounais qu'il est urgent qu'en tant que citoyens, que ce soit ceux qui ont souvent la chance d'intervenir, d'éduquer le peuple. Il est clair que l'architecture législative du Cameroun actuellement en matière de liberté est mauvais. Il faut le balayer. Mais pour le balayer, il faut bien d'abord conquérir le pouvoir ou encore balayer le pouvoir. Il est clair que la dynamique pour y aller ne peut pas se contenter d'un messianisme ponctuel. Le messianisme ponctuel ne nous a jamais servi. Qu'on pense qu'il y a un champion parce que c'est son moment. Parce que je vous ai cité des cas. Maître Sikati, Abbas, avait été arrêté au nord. Il a été jugé au tribunal militaire de Yaoundé. Je n'ai pas vu la mobilisation que je vois pour dire que maintenant, moi j'étais allé. Nous l'avons dénoncé. Et c'est pour vous dire que, sautons ces questions, on sait que le régime est comme ça. Non, la question doit être comment on Nous avons dénoncé le procès à Abbas. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous savons déjà que Maître Kawala dit c'est que c'est comme ça. Maintenant, comment on fait pour les bousculer? C'est la question que je vous ai posée. Qu'est-ce que vous proposez? Non, je vous en prie, messieurs. Alors, évoluons sur ce plateau avec vous, Edmond Kambia. Oui. Que les extrémistes, c'est bien que c'est le professeur qui le dise et le dénonce. Et ce ne sont pas seulement les extrémistes, ce sont les faucons. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à brûler au Cameroun si ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. C'est très profitable, la guerre. C'est économiquement, il y a toute une économie derrière. Il ne faut pas oublier ça. Actuellement aux Camerounais d'être très attentif à ce qui se passe. Quand un régime veut s'effondrer, on a vu les 10 derniers jours de Mobutu, il était prêt à brûler l'Ozaï pourvu qu'il ne parte pas. Eh bien, c'est la même chose qui est en train de vouloir nous arriver. Alors, après vous, maintenant, Edmond Kambia, sur l'architecture de l'état de droit au Cameroun, le gouvernement s'en félicite, et pourtant, il y a de nombreuses entraves qui viennent d'être évoquées sur ce plateau. Comment on fait pour préserver le dernier rempart de la démocratie et permettre à ce que les différentes opinions politiques, qu'elles soient celles du pouvoir ou encore les opinions venant de l'opposition, puissent s'exprimer librement pour construire la conscience nationale? Bon, ce qu'il convient de faire de la part de l'État, c'est de respecter les lois que l'État s'est lui-même donné, que le gouvernement s'est donné. Et dont il est garant. Il est le garant. Parce qu'il y a un arsenal de lois, notamment les lois de la cession des libertés du 19 décembre 1990. Il y a une série de lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale, qui ont été promulguées par le chef de l'État. C'est une série de lois sur les libertés, la communication sociale, oui, les libertés sur le maintien de l'ordre public, les lois sur, globalement sur la libéralisation politique et économique. Et ces lois-là ont permis au Cameroun de faire un bond en avant. Le Cameroun a beaucoup évolué entre 90 et 2000, voire dans les années
voire quelques années plus tard. Mais aujourd'hui, la situation s'est inversée avec tout ce qui est en train de se passer depuis quelque temps. C'est-à-dire nous avons fait un grand bond en arrière. C'est le retour en arrière. Parce que les comportements auxquels on assiste aujourd'hui, quand on parle de kidnapping, d'arrestation, interpellation, sans respecter, sans mandat ni titre, parfois, cela montre en réalité qu'on est rentré à ce qui se passait au Cameroun avant les lois sur la liberté. C'est-à-dire ce qui se passait avant le 19 décembre 1990, notamment les lois sur la subversion, où on pouvait interpeller quelqu'un juste parce qu'on l'a soupçonné d'être ceci ou cela. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On a fait un grand bond en arrière. Professeur Messana Nyandi. Edmond ne peut pas me faire une seconde. Je n'ai pas voulu répondre pour ne pas entrer dans une polémique, parce que c'est dès que nous veut comprendre ce qui se passe en matière d'état de droit. Mais je vous garantis qu'il y a eu un mandat. Alors, permettez à Edmond d'aller jusqu'au bout. Ce que les autres disent sont des histoires. Il y a eu un mandat pour l'arrêter Ndoké. Donc je ne réagis pas. Vous allez réagir. Qu'il soit en prison. Je vous en prie. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus. Mais il y a eu un mandat. Permettez à Edmond de dérouler son analyse et vous allez réagir. Edmond, allez-y. L'État du Cameroun se proclame partout, y compris aux Nations Unies, on le voit à Genève, à New York. Il dit, nous sommes un État de droit. Mais les actes qui sont posés par les autorités administratives montrent à suffisance que nous avons cessé d'être un État de droit. Puisqu'on ne respecte pas les lois que nous-mêmes nous avons votées, adoptées. C'est de ça qu'il s'agit, M. Messanga. Tout à l'heure, vous parliez des autorités administratives qui ont la possibilité d'interdire, qui ont l'opportunité et autres. Mais je vais vous rappeler une chose par rapport notamment à la loi sur les libertés, la liberté de réunion et de manifestation. Nous sommes passés le 19 décembre 1990 du régime d'autorisation au régime des déclarations. Cela signifie qu'il y a eu une transition, c'est-à-dire quelque chose s'est passé. On est passé d'une période donnée à une autre période. Et l'esprit de la loi sur la liberté de réunion et de manifestation, notamment quand on demande de déposer la déclaration, un parti politique doit déposer sa déclaration à l'autorité administrative et recevoir en retour le récépissé. Il ne s'agit pas pour le parti qui vient faire sa déclaration de recevoir une autorisation. Ce n'est pas une autorisation. C'est une déclaration que l'on fait. On reçoit. Vous permettez, professeur. Non, je vous permets. C'est à titre informatif. C'est l'esprit de la loi. Et le récépissé qui est donné, en réalité, c'est l'équivalent d'un accusé de réception. De fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de permettre à l'autorité administrative d'être informée et de prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir encadrer la manifestation, la rencontre du parti politique qui a déposé qui a fait la déclaration. Il ne s'agit pas, le récépissé qui est donné n'est pas une autorisation. Le dit, c'est en violation de la loi. Oh, malheureusement, la plupart des sous-préfets, lorsqu'ils refusent de délivrer le récépissé, et je qui selon la loi doit être délivré immédiatement. La loi le dit, la disposition de la loi le dit. C'est-à-dire qui selon la loi doit être livré remis immédiatement. C'est ce que dit la loi. Voilà. C'est ce que dit le dispositif. Malheureusement, ce n'est pas toujours fait ainsi. Le plus grave, c'est que ces derniers temps, ce que nous constatons, c'est que lorsqu'un parti politique vient faire sa déclaration, on refuse même de recevoir la déclaration. Absolument. On refuse. Absolument. Parce qu'avant cela, il y a eu l'étape où on refusait de donner le récépissé. Le récépissé et de décharger. Voilà. Maintenant, ils ne veulent plus. Ils chassent même la personne qui vient déposer sa déclaration. Mais vous voyez, la loi est dévoyée. On vous dit carrément, on ne reçoit pas de déclaration dans cette sous-préfecture. Cet exemple est suffisant pour vous dire que voilà une loi qu'on a votée, mais ceux qui ne respectent pas cette loi, ce sont les autorités administratives. Et ce n'est pas et ce sont des abus. En gros, on parle des abus. Ce sont des abus. Alors, face à ces entraves à la démocratie, je vous en prie, face à ces entraves à la démocratie qui viennent d'être décriées, Madame Kawala, que faut-il faire pour préserver les derniers remparts à la démocratie au Cameroun, pour sortir de cette crise politique concernant des militants du MRC placés en détention et le gouvernement qui reste droit dans ses bottes, estimant qu'ils sont des personnes qui ont appelé à l'insurrection et qui ont manifesté une hostilité contre l'État du Cameroun. Comment on sort d'une telle crise? Alors, la première des choses, c'est que les Camerounais, dans leur ensemble, doivent arrêter d'être distraits. Parce qu'on les amène dans la distraction. Oui, le MRC, ils auraient dû, ils n'auraient pas dû, etc., etc. Écoutez, Maître Sikati et moi, si vous nous mettez là à côté pour discuter politiquement, on va avoir une discussion chaude.
on n'est pas d'accord sur plein de choses politiquement. Mais là n'est pas le débat. Parce qu'on n'arrête pas de distraire les Camerounais sur ils auraient dû faire ci, ils n'auraient pas dû. On est sur la question des libertés fondamentales. Les libertés fondamentales, ça veut dire que j'ai le droit à mon opinion politique. Je peux l'exprimer. Je peux marcher. Ce que M. Kambia vient de dire est très important. Juste l'application de la loi sur les manifestations publiques aujourd'hui. Si elle était appliquée, on n'aura pas de problème. Parce que la déclaration de votre manifestation, ce n'est pas pour juger de l'objet. Mais l'autorité administrative estime qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. Il estime ça sur la base de quoi? Selon la loi, pour vous dire ça, il doit répondre et il doit motiver. C'est ce que dit la loi. Oui. Il doit vous expliquer pourquoi il estime que... Et si c'est par exemple, je donne un exemple, vous avez choisi par exemple de faire une marche au rond-point d'Aïdo. Et l'autorité administrative estime que ce carrefour est trop... comment on dit, busy, comment on dit ça? Voilà, je parle anglais depuis plusieurs semaines, hein, et trop congestionné. Et mais vous êtes admirable parce que vous êtes parfaitement bilingue. Il est là il a l'obligation de venir avec vous et de vous proposer ensemble de trouver un autre itinéraire. Son rôle n'est pas de vous empêcher de marcher, pas du tout. Donc, la première des choses que les Camerounais doivent faire, c'est de se lever en masse pour dire on doit respecter les libertés fondamentales. Et se lever en masse au niveau de Stand Up for Cameroun, au niveau du Front Citoyen, nous avons dit aux Camerounais, tout au moins, mettez votre noir tous les vendredis pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. Ça, c'est une manifestation non violente et non confrontationnelle. Parce que les Camerounais ont peur de manifester. Et ils ont raison d'avoir peur puisqu'on kidnappe les gens qui manifestent. Donc, il faut commencer avec une manifestation non violente qui est le port d'une couleur, quelque chose de simple tous les vendredis. Il faut lever la voix. Il ne faut pas écouter quand on vous dit... je ne peux pas vous dire le nombre d'appels que j'ai reçus depuis que le CPP a pris position pour dire non, ce n'est pas normal d'arrêter les gens du MRC. Hein? Ils nous appellent, oui, mais vous n'êtes pas allés aux élections. Mais là n'est pas la question. Ils sont un parti politique. S'ils ne peuvent pas exercer aujourd'hui, demain, ça sera nous. Ça nous est arrivé en 2016. Personne ne peut oublier le nombre d'arrestations dont on a fait l'objet en 2016. Aujourd'hui, ça leur arrive. Comme je dis, il y a 3 ans, c'était les anglophones. J'étais sur ces plateaux à crier, à dire aux Camerounais, ne laissez pas faire ça. Ne laissez pas faire ça. Ça, ce sont des Camerounais. Leur opinion politique n'est peut-être pas la vôtre, mais ne laissez pas qu'on les arrête pour leurs opinions politiques. Certains d'entre eux on a une vingtaine de personnes qui ont été condamnées à 10 ans, à 11 ans, etc. pour leurs opinions politiques. Et ça, c'est parce que les Camerounais, à chaque fois que ça se passe, on arrive à les convaincre que c'est le problème de X, c'est le problème d'Y. Donc, l'appel est aux Camerounais, rejoignez le mouvement. Là, on a fait un front qui n'est pas partisan, qui n'est pas seulement les partis politiques, c'est la société civile. Donc, rejoignez-nous pour qu'ensemble, on se lève et qu'on dit, ça, ce n'est pas le Cameroun qu'on veut. Alors, parce que ça va rattraper tout le monde, tôt ou tard. Maître Désiré Sikati, dans ce contexte socio-politique qui est de plus en plus tendu, comment faut-il procéder pour décrisper l'atmosphère? Que souhaitez-vous de la part du gouvernement qui estime que le MRC tente de déstabiliser les institutions du Cameroun? Comment sortir de cette crise? Vous savez, monsieur Noufélé, je ne connais pas un système qui se veut vraiment démocratique dans le monde, mais qui ne reconnaît pas le dialogue politique. Je n'en connais pas. Les véritables démocraties évoluent sur la base d'un consensus politique. Nous sommes d'accord. Donc, vous avez vu pendant la campagne électorale, dans le programme du professeur Kamto, en ce qui concerne la dimension politique, le professeur Kamto avait dit, si jamais il est élu, il y a des principes de démocratie qui seront désormais la chose partagée par tout le monde. Par exemple, on n'aurait plus affaire à des cas où l'administration interdit des marches, soi-disant parce que c'est un parti politique de l'opposition qui les a initiés. Je pense que la meilleure chose à faire, parce que contrairement à ce que M. Missanga Nyamding dit,
le MRC n'a jamais tenu une position extrémiste. Bien au contraire, nous estimons que c'est le régime RDPC qui a aussi instrumentalisé, parce que de la même façon qu'on instrumentalise les services de sécurité, on instrumentalise la justice, je n'ai jamais vu ce genre de régime qui est capable de convoquer le tribalisme pour mieux diviser la population qu'il dirige. Donc nous disons, moi personnellement, je me suis jamais engagé dans la politique parce que je pense que c'est au prix du sang de quelqu'un qu'on doit tenir un pouvoir. Moi je pense que on a des divergences de vues dans la société, on vient d'horizons divers, on est issu de plusieurs ethnies. Il n'y a que le dialogue politique qui peut faire en sorte que nous soyons capables d'aller à une élection et se comporter comme ça se passe aujourd'hui au Sénégal, où vous voyez aucun des candidats qui a perdu ne veut porter un contentieux électoral. Tout simplement parce que les bases ont été des bases équitables. À côté de ça, moi j'ai quand même du mal à concevoir que nous soyons encore aujourd'hui en train de débattre sur des questions. Regardez l'Algérie. En Algérie, les marches, les manifestations publiques sont interdites depuis 2001. Mais depuis que Bouteflika a annoncé son intention de se porter encore candidat, les Algériens descendent dans les rues tous les jours. On n'a arrêté personne. Oui. Regardez les gilets jaunes en France, en dépit de toutes les dégradations de biens publics qu'on voit tous les jours. Vous avez appris qu'il y a une seule personne en détention? Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire qu'il doit avoir une spécificité camerounaise, où on doit camerouniser des principes politiques qui sont partagés par les nations civilisées? Quand je parle de principes politiques, les manifestations publiques dans un système démocratique doivent se dérouler au Cameroun de la même façon que ça se passe au Sénégal, au Bénin. Allez là-bas voir si on a un jour arrêté quelqu'un parce qu'il n'a pas marché. Dites-moi pourquoi est-ce qu'au Cameroun, l'autorité administrative doit interpréter la loi pour une marche en termes d'autorisation, alors que dans le même cas, un pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, eux, ils estiment que lorsqu'il y a des déclarations, on met tout simplement l'administration en branle pour accompagner avec ses services d'ordre public. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi comment est-ce qu'on peut être capable d'accepter que dans un pays, un enseignant, parce qu'il a extrait d'un livre écrit par le professeur Kamto, un sujet pour en faire un thème de philosophie, et bien que l'enseignant soit intimidé. Expliquez-moi comment vous voulez que les Camerounais soient contents lorsque vous appelez pour intimider à Yaoundé un pasteur qui a dit un sermon lors des funérailles. Non, moi je dis quand même, on n'est pas dans une société où on n'est pas dans une société où tout le monde doit se plier. Moi je dis la démocratie c'est une construction progressive. Si vous ne contestez pas, parce que même les lois dont parle M. Soro, supposons même que la loi soit comme il est en train de dire et qu'elle a été violée. Est-ce que ce n'est pas le droit? Ce n'est pas légitime pour quelqu'un de violer une loi qui est illégitime parce qu'il voudrait que la loi soit modifiée? Tout à fait. Est-ce que les lois ne doivent pas être synchronisées? Dans un pays démocratique, est-ce que les lois ne doivent pas être synchronisées au modèle démocratique du pays? C'est notre combat de tous les jours. Maintenant, si on est d'accord sur ça, ça veut dire que si une loi est illégitime, il ne faudrait pas l'appliquer à des gens qui ne demandent qu'à faire quelque chose de légal, de légitime. Il ne faudra pas les appliquer. Donc, moi, nous sommes pour le dialogue politique et je dis le MRC. D'ailleurs, vous verrez que plusieurs partis politiques de l'opposition qui sont volontaires, parce que malheureusement, il y a beaucoup de partis politiques de l'opposition qui jouent un rôle double. Donc, il y a des partis politiques de l'opposition sérieux que nous avons contactés dans le cadre d'une plateforme. Vous voyez? Donc, c'est une main tendue que nous faisons au pouvoir de Yaoundé. Qu'on ne nous donne pas l'impression que nous sommes de va-t-en-guerre. On ne l'a jamais été. Le malheur de notre système, c'est qu'on a un pouvoir qui a décidé de se fermer les oreilles, qui constate qu'en donnant la chance au dialogue politique, ils seront obligés d'appliquer ce dialogue dans tous les secteurs, et même dans le cadre de la crise anglophone. Mais malheureusement, on est un régime qui veut s'imposer par la force, par l'autocratie, qui veut s'éterniser au pouvoir. Voilà, donc, on ne peut pas enlever au peuple camerounais, du moins à certaines parties de l'opposition, comme le MRC, le droit de dire non, le système il n'est pas bon, il faut l'améliorer. Le dialogue politique très attendu également sur le théâtre de la crise anglophone. Le président de la République s'est dit favorable à discuter avec des personnes de bonne volonté. Et pourtant, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Selon les derniers chiffres des Nations Unies, près de 4 millions de Camerounais sont confrontés à l'insécurité alimentaire, notamment ceux impactés par cette crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Professeur Messanga Nyamding, lorsque vous suivez ces chiffres qui sont dévoilés par les Nations Unies concernant la situation humanitaire des Camerounais qui étaient jusqu'ici, qui vivaient paisiblement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il y a 3 ans, et aujourd'hui déplacés, réfugiés et terrorisés par la situation actuelle, comment appréciez-vous la gestion gouvernementale d'une telle crise 3 ans après?
Sincèrement, cela vous donne froid au dos. Et vous vous posez la question de savoir quel est le rôle de l'engagement politique d'un intellectuel ou d'un militant dans un système étatique ou un système démocratique. Je voudrais déjà vous faire remarquer que depuis le début, vous avez vu que j'insiste toujours sur la dimension politique concernant la jugulation de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la crise camerounaise. Et sur ce point, vous avez constaté que on a débattu sur la loi. Mais vous allez voir que ceux qui critiquent ou la prétendue violation de la loi sont eux-mêmes les acteurs de cette division. Quand on prend le cas de la crise anglophone, effectivement, certains ont pris des armes. On a vu nos soldats être tués. On a vu des Camerounais anglophones. J'en ai d'ailleurs à l'université qui reviennent des larmes aux yeux parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils ne sont plus libres de rester, d'aller à l'école ou de marcher ou de ne pas marcher, hein, et tout simplement parce qu'ils peuvent être tués. On a vu des embuscades dans les cars un peu partout. Tout cela est lié à l'absence de dialogue politique. Vous avez vu sur le premier débat, ceux qui vous disent même qu'ils marchent et qui vous prennent les exemples de l'Algérie et de tous les autres pays au Sénégal, ou même en France avec les Gilets jaunes, oubliez de vous dire que c'est conforme à la loi. Lorsque vous lisez l'article 3 de la Constitution camerounaise, les partis politiques concourent... Permettez-moi, je vous en prie. Vous êtes juriste, ça vous intéresse. Les partis politiques, article 3 de la Constitution, concourent à l'expression du suffrage. Et vous allez voir que chez nous, au Cameroun, les partis politiques veulent se substituer aux syndicats. En Algérie et partout ailleurs, y compris les Gilets jaunes, ce ne sont pas les partis politiques qui prennent de telles initiatives. Donc vous voyez que, ramener à la question anglophone et à cette tuerie que je condamne. Moi, j'ai même des larmes aux yeux. Je me suis retrouvé un jour sur un plateau de radio à couler des larmes. Parce que c'est insupportable de voir comment nos compatriotes sont tués. Si ça amuse certains, moi en tant qu'homme politique accompli, ça ne m'amuse pas du tout. Il faut qu'on arrête cela. Et le président de la République, j'ai utilisé un pan de sa vision et de sa démarche lorsqu'il a dit qu'il était un mandant de la paix. J'ai, en tant qu'homme politique et membre du comité central, parce que j'ai été coopté par le président de la République, pour dire à mes camarades politiques, arrêtons cette affaire, allons vers le dialogue. Je suis fermé là-dessus. Je sais que j'aurai raison. Est-ce que vos camarades vous suivent pas lorsque toujours. Vous faites cette proposition d'aller vers le dialogue? Pas toujours, parce qu'au moins nous sommes d'accord, contrairement à Mme Kawala qui a dit que elle n'est pas d'accord avec le MRC. Moi je lui dis, si vous êtes d'accord avec le MRC, parce que vous voulez tous que Paul Biya parte. Mais ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord. Oui, voilà. Bon, moi je ne suis pas d'accord. Donc ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Parce que vous utilisez plusieurs stratégies qui ne me conviennent pas. Alors pour répondre à votre question, à l'effet de savoir si je suis d'accord, ce que mes camarades me disent. Mais au RDPC, on a des extrémistes. On a des personnes radicales, des radicaux qui ne veulent même pas que le président sorte la tête haute de ce régime. Je le dis, c'est pas la première fois. On a des tribalistes à l'image du MRC qui a, rappelez-vous, au Conseil constitutionnel, je veux bien qu'il vienne nous dire que, on a entretenu le tribalisme, mais quand vous avez le leader d'un parti politique qui s'amène au Conseil constitutionnel et qui vous dit, je suis Bamileke, je suis né à Bafoussam, je m'appelle Kamto. Comment vous appelez ça? Mais de l'extrémisme politique, monsieur. Je crois que nous devons condamner cela et ayez le courage, comme moi je le fais. Moi, je suis un sacrifié de mon parti parce que j'estime qu'à un moment donné, trop c'est trop, on gère mal les crises au Cameroun. Et ceux qui entourent Paul Biya, mon maître politique, malheureusement, n'arrivent pas toujours à lui dire la vérité. Parce qu'effectivement, là je rejoins Kawala, je ne suis pas un extrémiste, qui dit que c'est un tir des dividendes. Vous savez, pendant que les enfants meurent, les femmes et d'autres ne vont pas à l'école, les anglophones sont éparpillés partout, sont dans la souffrance, dans ce régime, beaucoup s'en mettent plein des poches. Ils ont besoin de la guerre. Ils ont besoin de prendre le président Paul Biya en otage. Je suis de ceux qui pensent que dans mon parti, certains ont pris le président en otage. C'est pourquoi ils entretiennent tout ce qu'on voit là. Mais quelque part, vous avez aussi des biaïstes. Je coordonne un grand mouvement qui dit non, ce n'est pas notre perception. On doit dialoguer. Je suis pour le dialogue inclusif. Écoutez, je chute un temps soit peu. Imaginez-vous si au Cameroun, on a une déclaration de politique commune sur la question anglophone et bien d'autres crises signée par un Adamou Ndamdjoya, un Maurice Kamto, un Paul Biya, ou encore, je ne sais pas, un Ekidi, ou un Bello Bouba Magari, c'est leader politique. Tout de suite, la crise s'arrête.
avec une Kawala, même là-dedans. C'est mon combat. Je voudrais qu'à un moment donné, je vous dire donc que malheureusement, les extrémistes, les mouvements extrémistes prennent le pas, et je continue à le dire, sur malheureusement quelques personnes modérées de part et d'autre au sein de l'opposition. Quand on est le seul, non, je termine ma dernière seconde, je chute là. Non, je vais revenir dans ma suite. Vous allez revenir, ce Kamto est le seul candidat à manifester. Dites quand même aux téléspectateurs qui nous écoutent qu'il n'était pas le seul candidat. Pourquoi les autres candidats ne sont pas dans l'extrémisme? Pourquoi les autres candidats ne veulent pas tuer et marcher? Je vous en prie. C'est parce que le MRC, malheureusement, a ses extrémistes. Je termine. Permettez à Maître Désiré Sekati il n'était pas le seul candidat sur cette question concernant la crise anglophone et l'extrémisation, l'extrémisme qui est une fois de plus qui revient au goût du jour concernant le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses propos de plus en plus tribalistes qui sont évoqués dans les débats politiques. Tout à fait. Mais tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole, je pense que j'ai déploré le fait que le régime qui nous gouverne instrumentalisait, entre autres, le tribalisme à des fins politiques. Et vous verrez bien que c'est un malheureux phénomène qui a commencé pendant la campagne électorale, où je puis vous dire, avec des preuves, que la campagne du professeur Kamto ne pouvait pas se faire comme la campagne de Biya se faisait ailleurs, dans toutes les régions du Cameroun. Donc, en fait, c'est un processus de division des Camerounais qui a été mis sur pied parce que malheureusement, on a un régime qui, depuis qu'il a pris le pouvoir, est incapable de construire une véritable unité nationale. Donc, moi, j'ai de la peine à voir que un ministre, on a vu dernièrement un ministre de la République, je ne vais pas citer son nom parce que c'est quand même humiliant, venir à la télé attiser le tribalisme pour mieux diviser les Camerounais. On a quand même l'impression que ce ministre a été réconforté parce que depuis, malgré les petites sorties publiques qui ont été faites pour peut-être se désolidariser de ce qu'il avait dit, on voit quand même, avec les missions qui lui sont confiées dans le cadre de son département ministériel, qu'il était en mission commandée. Donc je n'ai pas tort, je ne pense pas avoir tort lorsque je dis qu'il s'agit d'un tribalisme planifié, instrumentalisé. Maintenant, en ce qui concerne la crise anglophone, vous savez, chaque fois que je suis venu sur ce plateau et que cette thématique a été abordée, j'ai toujours dit ce que tous mes camarades qui passent également dans les médias ont souvent dit, c'est-à-dire que nous sommes pour le dialogue. L'option de la guerre est une option qui va radicaliser les gens, radicaliser les populations civiles qui auraient été des victimes collatérales, radicaliser même ceux qui pour un départ étaient pour un dialogue. Vous vous souvenez, au départ, cette crise a commencé avec les enseignants, les avocats. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, les leaders enseignants, avocats, ils ont été mis à l'écart, ils sont même menacés par les sécessionnistes. Ça veut dire que la guerre a donné une autre dimension. Comme Mme Kawala le disait, il y a certaines personnes qui tirent profit de la guerre. Que ce soit dans le camp des défenseurs de la sécession, mais également dans le camp du régime. Mais moi je dis, si nous voulons construire une nation homogène, stable, il va falloir qu'on soit capable de s'asseoir ensemble, de s'écouter, même si on vient d'horizons divers. Toutes les grandes nations de ce monde sont construites sur la base d'un socle unitaire qui est fort. Regardez les pays comme la Russie, regardez la Chine. Vous pensez que les Chinois, jusqu'à aujourd'hui, ils ne parviennent pas à être désagrégés par les États-Unis parce que c'est le régime chinois qui fait tout le travail? C'est parce qu'il y a un sentiment de communion, d'unité nationale qui a été inspiré par le régime communiste chinois. Et c'est la même chose aux États-Unis. Quand une catastrophe arrive au sud des États-Unis, l'Américain qui est au nord se sent autant concerné. Tout simplement parce que ces États, en dépit de la guerre de sécession qu'ils ont connue depuis des années, eh bien, ils ont réussi à créer un véritable melting pot culturel et humain. Nous-mêmes, si nous ne comprenons pas, nous ne serons jamais un grand pays si on n'est pas capable de fraterniser nos différentes ethnies. Voilà donc, et j'en appelle, c'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité morale et psychologique de chaque Camerounais. Très bien. Nous devons être capables de distinguer entre le bon message qui est professé par le régime RDPC et le mauvais message. Moi, même si Kamto est au pouvoir et que demain il lance un appel, ou bien le régime MRC qui est au pouvoir lance un appel pour discriminer certaines ethnies, je peux vous dire que je ne serai pas là. Et je peux également vous certifier que la quasi-totalité de mes camarades politiques avec qui je travaille au quotidien sont dans le même état d'esprit que moi. Alors, donc, on arrête de dire que le MRC c'est un parti tribaliste parce qu'en réalité, c'est une construction fausse qui est faite autour du MRC pour amener tous ceux
qui ne sont pas forcément de la tribu de Kamto et qui sont tentés par le message idéologique du MRC de se décourager. En l'absence d'un dialogue politique concernant la crise anglophone, les Nations Unies ont déjà ouvert le débat. C'était en présence du ministre camerounais des Affaires étrangères à Genève, en Suisse. Et là, il y a eu cette proposition d'un émissaire du Saint-Siège pour être médiateur dans la crise anglophone. Serge Soran, il y a déjà une internationalisation de cette crise anglophone avec de plus en plus l'implication, la manifestation d'intérêt de la part des partenaires internationaux du Cameroun qui souhaitent davantage s'impliquer pour aider le pays à sortir de cette crise. Comment appréciez-vous l'évolution de cette crise anglophone et sa gestion actuelle faite par le gouvernement? Je vais dire d'emblée que le gouvernement a échoué dans la gestion de tout ce qui est conflit social au Cameroun. Mais ce n'est pas une surprise pour moi parce que ce gouvernement est ontologiquement mauvais. Je disais au professeur Messanga Nyamdine que son champion est un mauvais champion parce qu'il est, pas parce qu'il est mauvais en tant que... Il a apporté la démocratie. Excusez-moi, professeur, je vous respecte beaucoup pour votre alliance, mais laissez-moi dire aux Camerounais ce qu'est Paul Biya. Paul Biya n'est pas un mauvais individu en tant que personne. La culture qu'il a reçue l'empêche d'être au service du Cameroun. Voilà la vérité. Paul Biya ne peut pas se mettre au service, comme les Houphouët-Boigny ne pouvaient pas se mettre vraiment au service de l'Afrique. Ça, c'est une réalité. Nous ne voilons pas la face. Nous avons échoué là-dedans parce que la colonisation ne pouvait pas léguer dans les colonies les gens qui vont servir les peuples pour les décoloniser. Ça, c'est une vérité de la palisse. Je suis désolé si vous ne l'avez pas encore compris. Deuxièmement, je me méfie énormément de l'intrusion des Nations Unies. Parce que cette crise est également partiellement créée par les Nations Unies qui ont refusé, depuis 1955, à résoudre le problème comme l'UPC l'avait proposé. Je dis l'Union des populations du Cameroun et non l'Union des personnes corrompues. Comme ça, vous saurez à quel UPC j'appartiens. Maintenant, nous avons proposé depuis que la crise, avant même qu'elle ait commencé, parce qu'il y avait toujours le CNC qui marchait, depuis 20 ans. Moi, j'avais un ami commissaire là-bas qui l'arrêtait souvent avant le 1er octobre et qui le relâchait après. Nous avions proposé par écrit une solution qui était la solution sur le dialogue national et la réforme de l'État. Et pour vous rafraîchir encore la mémoire sur ce que j'ai dit, votre champion qui prête serment sur la Constitution refuse de respecter cette Constitution. La Constitution n'a jamais dit qu'on ne peut pas toucher à la forme de l'État. Ce n'est écrit nulle part. Donc le Cameroun a été un État fédéral. Il n'est pas dit qu'on n'ouvre pas une discussion sur le fédéralisme. Pourquoi refuse d'en discuter? Ce sont les Camerounais qui vont se doter des institutions qu'ils pensent convenir pour leur vivre ensemble. Comment pensez-vous que nous ayons perpétué dans un système qui se veut républicain les monarchies? Est-ce que la monarchie est compatible avec la République? Le tribalisme dont vous parlez, vous ne savez pas que l'un de ses premiers fondements, c'est la subsistance de ces chaufferies auxquelles on veut donner un pouvoir politique? Vous ne voyez pas ça? Vous savez que dans ce pays, moi j'ai fréquenté, 80% de mes amis ne sont pas de ma région. Si je vous montre mes pages Facebook, quand un de ma région a dit qu'il était candidat, on était surpris de voir que je ne m'alignais pas derrière lui. Je ne m'alignais pas et ça surprenait les gens. Parce que nos chaufferies sont allées à un deuxième pas en créant les associations qui sont toutes liées à un coin. On vous dit ressortissant de Babimbi, ressortissant de Mwankou. Et qu'est-ce que Paul Biya a à voir avec ça? Mais il est le garant de la République et de l'unité nationale. Il pouvait prendre des règles qui font. Parce que dans une république, le vrai enjeu, c'est de prendre des règles tellement bonnes que même le diable est les mains liées pour faire le mal. S'il n'a pas cette perception de la République, et là je rejoins Kawalal, la première solution c'est qu'il parte. Alors, la deuxième, que les Camerounais s'asseyent, et la troisième, qu'ensemble nous fassions ce que les catholiques appellent une sorte de pénitence collective pour laver nos péchés, parce que nous en avons tous, et beaucoup veulent qu'on passe d'un revers de la main pour ne pas revenir sur le passé, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait ou ont hérité des autres. Pour qu'enfin les vrais héritiers de ce pays prennent entre leurs mains le destin du pays. Sur la question de la forme de l'État, le gouvernement est focalisé sur la décentralisation. Edmond Kamgia, et dans le processus d'accélération de la décentralisation,
le nouveau Premier ministre Joseph Don-Goutté a multiplié par 4 pratiquement la dotation générale à la décentralisation. Elle est passée de 10 milliards à 49,8 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est un signal à la fois du gouvernement de montrer son intérêt d'accélérer cette décentralisation, ce système de gouvernance publique, pour donner plus de moyens aux communes, qu'elles soient dans le nord-ouest, au sud-ouest ou dans d'autres régions du Cameroun? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de façon répétitive des solutions cosmétiques. Où on accélère véritablement la décentralisation, où on pose clairement le débat sur la forme de l'État. Parce que ce n'est pas une solution à la décentralisation. Ce montant est largement insuffisant pour permettre aux communes de fonctionner comme des pôles de développement. On ne peut pas accélérer la décentralisation avec ce montant-là. Il faut aller plus loin que ça. Il faut beaucoup plus d'argent. Il faut beaucoup plus de transfert de compétences. Il faut davantage de transfert de pouvoir. Il faut faire des exécutifs locaux des véritables pôles de pouvoir. Parce que ce sont eux qui sont élus. D'abord, je ne comprends pas cette histoire de ministère de la décentralisation. On n'aurait jamais dû créer un ministère chargé de la décentralisation. Parce que ce ministère, qui soit dit-on, est là pour faciliter la décentralisation. En réalité, c'est un goulot d'étranglement au processus de décentralisation. Il y a déjà un MINAT qui existe. On crée encore un ministère de la décentralisation. On lui confère des attributions. Mais l'argent qu'on donne pour faire fonctionner le ministère de la décentralisation, c'est l'argent qu'on doit envoyer dans les communes. Ça, c'est d'un. De deux, il faut dire clairement une chose. Dans le contexte sociopolitique actuel, 3 ans après le déclenchement de la crise anglophone, et Mme Kawala avait raison de dire au début sur ce plateau que nous étions assis ici à dire qu'il faut faire attention. Dès lors qu'on avait commencé à arrêter, à interpeller de façon abusive nos frères et sœurs au nord-ouest et au sud-ouest. Et c'est ce qui est vraiment en train de se passer avec les militants du MRC. Et si rien n'est fait, ça va continuer. Ça va se radicaliser davantage. Exactement comme les... Parce que j'ai lu quelque part quelque chose qui m'a amusé. Permettez qu'il aille jusqu'au bout de son analyse. Moi, je dis, je suis journaliste, je dois privilégier les faits. Il y a eu la crise anglophone. Aujourd'hui, certains disent qu'il y a une crise francophone qui a pris la nature d'une crise qu'on appelle la crise du MRC ou l'affaire du MRC. Et le plus grave, c'est ce qui s'est passé à la CRTV lors d'une émission où on a vu un ministre délégué auprès du ministre de la Justice tenir des propos graves contre une communauté ethnique nationale. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais pris un communiqué pour dire qu'il s'excuse auprès de la communauté qui a été stigmatisée. Le ministre de la Communication. Cela ne s'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Et je vous assure, le monde entier nous regarde. Tant que le gouvernement camerounais ne va pas faire un communiqué, et il est bon que ce soit par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui avait répondu en adressant les regrets à l'État d'Israël, dont que cet État avait demandé des excuses immédiates. Il est bon, et ce n'est pas encore tard, que le gouvernement adresse des excuses de manière officielle à la communauté camerounaise qui a été stigmatisée par M. Jean de Dieu Momo. Au Camerounais. La CRTV a essayé de le faire, mais il faut que le gouvernement le fasse aussi. Voici ce qui va se passer si ce n'est pas fait. Cela signifierait que tous les discours que tient le chef de l'État en faveur de l'intégration nationale, en faveur de l'unité nationale, en faveur du vivre ensemble, en faveur de la cohésion sociale, cela signifierait que c'est du mensonge. Cela signifie qu'il n'y a jamais cru. Et c'est encore lui le président de la République. Il faut choisir. Ou alors c'est Paul Biya le menteur, ou alors c'est Jean de Dieu Momo, qui est libre de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire en déphasage avec les discours officiels du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a toujours dit, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Et c'est cette communauté qui a été stigmatisée, indexée par Jean de Dieu Momo. Et le président de la République également s'est dit préoccupé par la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il dit avoir écouté les aspirations de ces populations et a promis l'accélération de la décentralisation. Et cette année 2019, le Camerounais constate que la dotation générale à la décentralisation passe de 10 milliards à 49,8 milliards de francs CFA. Madame Kawala, est-ce que c'est une réponse du président de la République aux préoccupations des populations sur le plan local afin de leur donner plus de moyens, notamment dans ces régions du nord et du sud-ouest, pour qu'elles puissent elles-mêmes participer à leur développement local?
c'est une réponse, c'est le type de réponse que Paul Biya donne à des crises profondes depuis qu'il est chef de l'État, c'est-à-dire les mauvaises. C'est une très, très, très mauvaise réponse. De la même manière qu'on ne peut pas faire le DDRRR sans négocier la paix, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de décentralisation quand il y a une partie du pays qui est en désarroi total et qui nous dit, nous, on ne veut même pas plus faire partie de votre République. Et on ne s'est pas assis avec eux, on n'a pas réglé le problème, on n'a pas redéfini la forme de l'État, on n'a pas redéfini la relation entre le citoyen et l'État, et voilà, on pense qu'avec 50 milliards, écoutez, il faut bien que les Camerounais comprennent ce qui se passe. Ces 50 milliards sont pour les régions et les communes. Prenez une des dotations pour la rémunération des personnes. Il y a 360 communes. Les maires et les adjoints aux maires reçoivent une forme de salaire. Salaire, ce serait vraiment un abus de langage. Donc une petite indemnité. Oui. Dans la dotation, pour les 360 communes, il y a 2 milliards de francs CFA. Il y a 3 milliards de francs CFA. Pour les 10 régions, donc, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent c'est quoi les régions. Ce n'est pas nous qui allons voter les régions. Bon, moi, oui, parce que je suis conseillère municipale, mais c'est une élection indirecte. Ça veut dire que c'est les conseillers municipaux et les chefs traditionnels qui votent les responsables de la région. Donc, il y a parmi les conseillers régionaux. Donc, il y a un responsable de l'État qui est nommé par le chef de l'État dans la région. Donc, il y a un délégué du gouvernement de la région pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Donc, il y aura même comme c'est l'élection indirecte, il y aura un patron de la région qui est nommé par le chef de l'État. Alors, pour ces personnes-là qui sont pour 10 conseils régionaux, la dotation est de 2 milliards. Est-ce que vous êtes en train de bien comprendre? 360 communes, 3 milliards. 10 régions, 2 milliards. Pour une élection indirecte. Qui a la majorité des conseillers municipaux aujourd'hui au Cameroun? Le RDPC. Qui va nommer le représentant de l'État? Le président de la République. Qui va aussi élire des représentants? Les chefs traditionnels. Quelle est la position aujourd'hui des chefs traditionnels dans la poche du RDPC? Quelle est la seule élection? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ni le chef de l'État, ni le MINAT, ni qui que ce soit parle des élections municipales et législatives qui doivent avoir lieu dans quelques jours. Par contre, le chef de l'État a mentionné les régionales dans son discours du chef de fin d'année. Donc, ils vont encore une fois, comme ils l'ont fait pour le Sénat. Chers Camerounais, vous n'écoutez jamais le CPP. On vous a dit pour le Sénat il y a 6 ans que ça, c'est un instrument, un gouffre pour notre argent qui ne va absolument servir à rien. Aujourd'hui, il s'avère que c'est le cas. On vous a dit l'année dernière, n'allez pas aux élections, les règles ne sont pas là, etc. On nous a traités de tous les noms. Nous voici avec le résultat des élections qui nous mobilise maintenant tous pour sortir les gens de prison, etc. etc. Là maintenant, le RDPC est en train de nous préparer un autre coup, celui de prendre notre argent et de mettre en place des conseils régionaux qui sont complètement à leur solde. Est-ce que la mise en place de tels conseils peut empêcher que ces conseils travaillent? Mais il n'y a pas d'argent pour travailler. Il y a 100 millions par commune de budget d'investissement. Vous savez ce que ça coûte pour faire un petit pont, dans un village? Une salle de classe au Cameroun, malheureusement, c'est le triple de ce que ça devrait, de ce que c'est dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Ça atteint parfois les 21 millions. Donc, ils vont faire quoi? La commune va faire quoi avec 100 millions? Ça,
encore une fois, c'est le RDPC en train d'utiliser notre argent, en train d'utiliser le pouvoir qu'il a pour corrompre et acheter encore quelques personnes qui vont désormais s'appeler conseillers régionaux et qui, comme on a vu, on voit depuis 3 ans, ça ne vous paraît pas incroyable, depuis 3 ans, les anglophones sont dans un désarroi total. Il n'y a pas un RDPciste anglophone, pas un seul RDPciste anglophone qui a levé la tête pour dire ce qui se passe dans nos régions, ce n'est pas normal et on doit. Mais on a vu changer des ça. députés RDPC qui ont écrit au président pour demander la libération de Bombala à l'époque de la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été écrit par les élus du Nord-Ouest. On les a tapés sur les doigts immédiatement. Chacun s'est Vous êtes l'anglophone la plus Donc, brillante. ce qu'il y a aujourd'hui que les Camerounais doivent comprendre, à chaque fois, quand on n'a pas posé les fondements, M. Soro l'a dit, nous, notre programme politique, c'est la transition politique. C'est le départ de ce régime. C'est s'asseoir pour redéfinir qui nous sommes en tant que nation. Et c'est la réforme de l'ensemble de nos institutions. Il n'y a que les Camerounais pour se lever et pour revendiquer ça. Comme ça se fait aujourd'hui en Algérie, comme ça se fait au Soudan, etc. Donc, tant que nous n'aurions pas fait ça, on va assister à une énième escroquerie politique. Ça fait 59 ans que ça dure, ça fait 59 ans que nous l'acceptons, nous en mourons. Aujourd'hui, je vous ai donné les chiffres, 100 personnes qui sont mortes dans un mois au Cameroun, dans 2 régions. Parce qu'il y en a 17 autres dans l'extrême nord, parce que là-bas, Boko Haram continue et intensifie dans le Mayo Tianaga et le Mayo Sava. Donc aujourd'hui, moi je vais conclure sur, parce que nous sommes au 8 mars, donc j'ai un petit message de Maître Alice Com, la présidente Alice Sadio, la coordinatrice du WILF Sylvie Dormo, toutes les maires de la nation qui sont partout dans la République et en mon nom propre, nous sommes en train d'appeler aux femmes pour le 8 mars. On ne peut pas être dans un pays qui va si mal et on continue comme si de rien n'était. Pour les femmes de l'extrême nord qui ont été exécutées devant nous dans une vidéo, c'était 2 femmes, une fille et un bébé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas justice. Pour les femmes du nord-ouest et du sud-ouest, pour les femmes qui sont incarcérées actuellement, y compris la femme de ménage de M. Nzongang qui est venue faire son travail le matin et on l'a pris dans l'affaire et jusqu'à aujourd'hui, elle est incarcérée. Pour toutes ces femmes-là, nous vous demandons le 8 mars, 1, le boycott du pagne. Il ne faut pas qu'on soit dans ce pagne du 8 mars, ça ne représente rien. 2, c'est un vendredi d'être en noir sur l'ensemble de la République. 3, partout dans le pays, réunissez-vous, parlez justement et ressortez pour l'ensemble du pays. Qu'est-ce qui nous touche en tant que femmes? Qu'est-ce qui ne va pas en tant que femmes? Et qu'est-ce que nous n'allons plus justement supporter? Après vous, un dernier mot, professeur Msanga Nyamding, comment on sort de cette crise anglophone avec cette dotation générale à la décentralisation qui est jugée insuffisante à la fois par les magistrats municipaux mais aussi par de nombreux experts en décentralisation? Que faut-il faire? En quelques mots, je vous en prie, vous avez 30 secondes. Rapidement, moi je crois que il faut d'abord régler le problème de la paix, qui est une priorité. Vous savez, il y a 3 types d'anglophones. Ceux qui sont pour la cessation, ceux qui sont fédéralistes, comme le SDF, l'ancien parti de Mme Kabala, et puis ceux qui sont pour l'État unitaire. Maintenant, comment on peut s'en sortir? Je crois que s'il y a une paix forte, réelle, et un dialogue politique inclusif, parce que les autres font la distraction, la vérité est que au Cameroun, on n'aime pas les gens pour les hommes politiques, les hommes dépolitisés. Vous allez constater que aussi bien au MRC, qui a ramené beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'idéologues, on a mis de côté, même dans mon parti, le RDPC, des hommes politiques, des hommes qui ne connaissent rien de la politique, des gens qui ne connaissent rien du RDPC. Mon parti est pris en otage par des personnalités qui occupent des fonctions de pouvoir et de décision qui ne savent rien de notre idéologie. Moi, je pense que, aussi bien dans l'opposition qu'au sein du pouvoir, on peut ramener la paix
et la convivialité si on privilégie la politique. Merci, professeur Musanga Nyamding. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, maître Désiré Sikati, d'être venu sur ce plateau. Merci Également à vous, Edith Kawala, d'être venu ce dimanche discuter avec nous. Merci à vous, Serge Dussora, également Edmond Kamga et professeur Musanga Nyamding. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Equinox Télévision.